Monsieur le ministre, cher Jean-Pierre Chevènement, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à la Fondation pour l'innovation politique. C'est une joie parce que vous avez, je veux dire, rappelé en quelques mots votre action politique, mais vous êtes le président d'une fondation, la Fondation Res Publica, dirigée par Baptiste Petitjean, que je salue. C'est une fondation qui a le même statut que la Fondation pour l'innovation politique, de sensibilités différentes. Nous sommes une fondation qui se dit libérale, progressiste et européenne. Il y a au moins deux mots qui amèneraient de votre part beaucoup de commentaires. Et dans votre livre, vous le faites, et on y reviendra, j'imagine. Mais c'est une forme de participation à la vie de la cité à travers ces fondations qui nous permet d'avoir des échanges très libres sur le fond, et qui, je pense, sont plus nécessaires aujourd'hui encore qu'hier, parce que nous sommes dans une époque de grands bouleversements. Et au fond, le livre que vous publiez, Monsieur Chevènement, et qui est l'occasion de discuter ce soir, prend acte, un siècle après le déclenchement de la Première Guerre mondiale, de grands bouleversements qui sont à l'œuvre. Et au fond, vous faites d'une certaine manière dans votre travail, dans votre livre, le pari que ça n'est pas fini et que beaucoup de choses encore vont se passer, notamment en Europe. Alors je voudrais juste rappeler que tout le monde vous connaît, on ne présente pas Jean-Pierre Chevènement, mais je veux dire ici que vous avez été un élu local, maire de Belfort, vous avez été député, vous êtes aujourd'hui sénateur, donc vous êtes un représentant de la nation. Vous avez été ministre à plusieurs reprises et ministre à des postes importants, notamment l'éducation nationale, la défense, l'intérieur. Et vous avez d'ailleurs, à certaines occasions, manifesté de manière forte votre désaccord, notamment par des démissions qui ont été à chaque fois spectaculaires. Vous êtes aussi un chef politique, puisque votre relation avec le Parti socialiste a été une relation finalement compliquée et critique. Et vous avez décidé de le quitter au moment de Maastricht, auquel vous aviez voulu vous opposer, à la ratification du traité. Après 30 ans quand même. Hein. Après 30 ans, oui. Non, mais je ne veux pas... Mais enfin, déjà, si nous devions rentrer dans le détail, déjà en 1983, vous étiez très critique à l'égard de la politique menée par François Mitterrand et Pierre Mauroy, et le tournant libéral tel que vous l'avez désigné n'avait pas votre soutien. Vous avez fondé le mouvement des citoyens, qui est devenu ensuite mouvement républicain et citoyen, le MRC, qui vous a conduit à vous présenter à l'élection présidentielle de 2002. Et aujourd'hui, vous êtes président d'honneur du mouvement républicain et citoyen et président de la Fondation Res Publica, dont j'ai dit un mot. Ce n'est pas une vraie biographie que je viens de dresser, mais enfin, je voulais rappeler quelques grands moments de votre parcours politique jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui vous caractérise, je crois, parmi les femmes et les hommes politiques français, dans notre classe politique, quelque chose qui vous caractérise, qui est ce rapport que vous avez à l'histoire, le rapport que vous avez à des savoirs fondamentaux, beaucoup moins à la surface, beaucoup plus dans l'analyse de fond. Et le livre que vous venez de publier, L'Europe sortie de l'histoire, point d'interrogation, chez Fayard, donc, et une illustration aujourd'hui de ce travail que vous menez. Et il me semble, c'est une appréciation très personnelle, hein, mais il me semble que nous avons besoin aujourd'hui d'une classe politique, d'un personnel politique qui renoue avec l'histoire, avec la réflexion de fond, avec l'évaluation d'une situation très complexe dans un moment de l'histoire universelle, d'ailleurs, qui est marqué par un très grand nombre de ruptures et des changements d'une très grande intensité.
Donc c'est à ce titre que nous vous avons proposé cette discussion ce soir autour de votre livre, avec un exercice qui est très simple. Dans un premier temps, Monsieur le ministre vous propose, si vous en êtes d'accord, de présenter en quelques minutes le propos de votre ouvrage. Puis ensuite, nous aurions une discussion à ce sujet. J'aurais quelques remarques à faire ou quelques questions à vous poser, évidemment, et on pourrait avoir une discussion très, très libre autour de votre contribution. Je précise que cet échange est en ce moment même retransmis sur plusieurs sites, notamment le site de la Fondation Res Publica, le site bien sûr de la Fondation pour l'innovation politique, mais aussi le site de la librairie de Sciences Po, ainsi que des éditions Fayard. Et donc je vous rappelle que vous avez ici la possibilité de vous procurer le livre de M. Chevènement, et peut-être acceptera-t-il, mais je ne veux pas l'engager dans un moment trop long après cette séance à signer quelques-uns des exemplaires qui se trouvent ici. Voilà, Monsieur le ministre, encore une fois, merci de votre présence. Nous voilà rassurés, nous allons pouvoir discuter de l'Europe et de ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire quelques mots introductifs ? Si vous le voulez bien. D'abord, merci de m'accueillir à la Fondation Fondapol pour l'innovation politique. Nous connaissons bien Monsieur Dominique Régnier. Nous avons des contacts entre deux fondations. La Fondation Res Publica que je préside est une fondation comme la vôtre reconnue d'utilité publique, mais son intitulé lui-même manifeste que notre référence, c'est la chose publique, c'est l'intérêt public, c'est comment se définit l'intérêt public. Nous avons publié 77 ou 78 cahiers. Baptiste Petitjean précisera cela peut-être. 78 depuis que nous avons été créés en 2005. Et je dirais que le mot libéral ne me fait pas peur, politiquement bien sûr, mais même économiquement. Simplement, le marché a ses limites et nous ne croyons pas du tout à la théorie de l'efficience des marchés. Il y a toujours un cadre qu'il faut définir. Je suis par ailleurs sénateur du Rassemblement démocratique et social européen. Donc je ne suis pas contre l'idée européenne. Je suis contre l'idéologie européiste que je distingue de l'idée européenne. L'idée européenne, elle a toute sa justification à la lumière du siècle écoulé. Chacun comprend que les nations européennes ont une certaine solidarité de destin, qu'elles doivent resserrer leur cohésion. La question qui se pose, c'est de savoir comment, selon quelle modalité, et comment celles qui ont prévalu ont été en définitive choisies. Le livre part d'une comparaison des deux mondialisations libérales, la première de 1860 à 1914, sous égide britannique. Il y avait un livre de Suzanne Berger, que vous connaissez peut-être, sur notre première mondialisation. Mon propos est assez différent, mais il était quand même une étude tout à fait intéressante. Et la deuxième mondialisation est évidemment celle qui commence après 1945, sous égide américaine, qui culmine aux alentours de l'an 2000. Et nous y sommes toujours, bien que ces deux mondialisations induisent des modifications dans la hiérarchie des puissances. Ce que Tocqueville n'avait pas prévu, c'est que dans la première mondialisation, l'Allemagne est poussée au premier rang. L'Allemagne, dont l'unification n'était évidemment pas prévisible quand Tocqueville écrivait de la démocratie en Amérique. Mais je dirais que la croissance de l'Allemagne est un phénomène tout à fait frappant. Elle triple sa production quand l'Angleterre double la sienne, quand la France n'augmente la sienne que d'un tiers. On voit un autre paysage se manifester, et je crois qu'il est assez facile de démontrer, je vous ferai grâce de cette démonstration, que la Première Guerre mondiale a son origine dans cette modification de l'équilibre des puissances. Ce qui est évidemment curieux, c'est que l'Allemagne déclenche une guerre préventive dont elle n'avait nullement besoin, en se... je dirais... en choisissant, faute d'avoir pu localiser
le conflit à la Serbie en choisissant une guerre préventive. On parle beaucoup de la menace russe, mais on se jette sur la France à travers la Belgique, et en envahissant la Belgique, pays dont la neutralité est garantie par la Grande-Bretagne, ce n'est pas la raison de l'intervention de la Grande-Bretagne. Mais on lui offre en tout cas l'occasion d'intervenir, car la raison de l'intervention de la Grande-Bretagne, c'est que pas plus qu'un siècle auparavant, sous Napoléon, la Grande-Bretagne ne pouvait admettre que l'Europe soit dominée par la France, pas davantage, elle ne pouvait admettre en 1914 que l'Allemagne impériale domine le continent tout entier. Et au fond, on peut dire que les dirigeants du Second Reich ont manqué beaucoup de nez, beaucoup d'intuition, ne se sont pas avisés de l'inquiétude qu'ils suscitaient en Grande-Bretagne dès 1903. Alors je vous fais grâce des épisodes. Donc je caractérise cette guerre comme une guerre plutôt anglo-allemande, un conflit pour l'hégémonie, que comme une guerre franco-allemande, qu'elle n'est pas, pour diverses raisons, sur lesquelles je ne m'étends pas. Dans la deuxième mondialisation, on observe le même mouvement avec la Chine, qui, elle, décuple son PNB en l'espace de 20 ans. Ça va encore plus vite. Alors, je vous fais grâce des arrière-plans financiers qui existent dans les deux cas. À chaque fois, on voit quand même l'importance du capitalisme financier. Dans la mondialisation libérale, quelle qu'elle soit, il faut un patron, un hégémone. Et ces conflits pour l'hégémonie sont évidemment ce qui doit attirer le regard et, je dirais aussi, conseiller la modération, la prudence aux uns et aux autres. Et je pense que les Chinois, par exemple, feraient bien de suivre les conseils de Deng Xiaoping, qui sont des conseils de prudence, parce que leur puissance inquiète évidemment les États-Unis, pivotement vers le Pacifique, la ceinture qui se forme autour de la Chine, de l'Inde, jusqu'au Japon, en passant par les Philippines, l'Australie, l'Indonésie, le Vietnam. Tout ça, évidemment, nous rappelle quelque chose. On n'en est pas là, et j'espère que nous éviterons que la deuxième mondialisation se termine comme la première. Le problème de l'Europe se pose évidemment d'une manière aujourd'hui tout à fait différente. Le déclin de l'Europe est spectaculaire dans tous les domaines, démographique, économique, commercial même. Même encore en l'an 2000, nous étions à 28% des exportations mondiales. Nous sommes à 17% aujourd'hui. Ça va très très vite. Et l'accélération à travers la crise de 2008 est frappante. Je n'ai pas besoin d'insister sur l'aspect militaire, l'aspect diplomatique. L'Europe est absente des grandes affaires du monde. Et quand il se produit des conflits comme ceux que nous voyons en Afrique, ce n'est pas l'Europe qui intervient. C'est une nation, c'est la France, parce que seules les nations ont l'agilité nécessaire. Alors peut-être qu'on enverra quelques soldats européens après coup, bon, c'est une autre affaire. Mais je dirais, la thèse que je soutiens à travers ce livre, c'est que les nations européennes n'ont pas mérité le discrédit dont elles font l'objet. Parce que ce ne sont pas les nations qui ont fait la guerre de 1914. Tous les historiens s'accordent sur un point, c'est que, au fond, les nations n'étaient pas belliqueuses. La représentation qu'on en donne à Paris ou à Berlin, tout ça ne correspond pas à la réalité. On voit qu'il y avait une certaine détermination partout, mais parce que chaque pays se sentait agressé, on le lui avait fait croire. En Allemagne, par exemple, c'était la menace russe, considérablement exagérée. Et en France, c'était effectivement l'invasion de la France, qui, elle, était bien réelle, qui a provoqué l'Union sacrée. Mais les peuples, au fond, ont suivi les ordres de mobilisation, et ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire. Mais la responsabilité politique, elle est évidemment celle d'un étroit cénacle de dirigeants politiques, à la tête, il faut bien le dire, des empires centraux, de l'Allemagne impériale et de l'Autriche-Hongrie. Mais surtout de l'Allemagne impériale, parce qu'au fond, l'Allemagne impériale voulait renflouer un allié qui battait de l'aile, et l'affaire de la Serbie était une occasion que les dirigeants allemands ont cru devoir saisir en donnant le fameux chèque en blanc du 5 ou 6 juillet 1914. Cette thèse peut être discutée, à mon avis, elle est assez incontestable. D'ailleurs, Kissinger ne donne pas une version très différente. Si vous voulez lire Diplomatie,
C'est tout à fait clair. Mais au fond, on a tiré de cette guerre qui a été la matrice du XXe siècle et de ces horreurs, qui a duré beaucoup plus longtemps que tous les dirigeants l'imaginaient, car ils se sont tous trompés sur la durée de la guerre, sur l'ampleur des ravages, sur les conséquences immenses qu'elle allait avoir. Hein, le communisme, le fascisme, le nazisme, la Deuxième Guerre mondiale. Bien que, à mon sens, on ne peut bien comprendre l'accession du nazisme au pouvoir que si on introduit la grande crise des années 29-30, qui propulse Hitler au pouvoir. Enfin, Hitler qui est quand même appelé par les dirigeants de la droite allemande de l'époque, von Papen et Hindenburg, parce qu'ils pensaient pouvoir en faire façon, parce qu'ils ont méconnu la rupture fondamentale que Hitler et le NSDAP allaient apporter dans l'histoire de l'Allemagne, un parti totalitaire qui allait s'emparer peu à peu de tous les rouages de l'État. Donc, à l'arrière-plan de tout cela, il y a ce qu'explique très bien Joschka Fischer, l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand. Il y a ce qu'était l'Allemagne impériale, l'alliance de classe, si je puis dire, entre les Junkers de l'Est et la bourgeoisie industrielle de l'Ouest, qui n'a vraiment... qui a remis le pouvoir à Hitler en 1933 et qui ne s'est dissocié de Hitler qu'en 1944. 1945, la capitulation sans condition, toujours selon Joschka Fischer, la condition préalable d'une refondation démocratique de l'Allemagne. Donc je pense à ce moment-là une rupture fondamentale dans l'histoire. Alors je vous fais grâce des autres considérations. Ce qui, à mon avis, interroge, c'est la manière dont l'Europe a été conçue au lendemain de ces deux guerres mondiales par Jean Monnet. C'est une reconstruction de l'Europe qui se fait par le marché, la CECA d'abord, puis le marché commun, autour d'une haute autorité devenue Commission européenne, qui est en principe l'instance de définition d'un intérêt général européen, chose curieuse, car en principe l'intérêt général se définit dans le débat républicain. Et puis enfin, sous l'ombrelle américaine, c'est la guerre froide, c'est l'OTAN. Après l'échec de la CED, c'est l'OTAN, mais une OTAN qui survit à l'effondrement de l'URSS. Donc quand même, au départ, ces trois facteurs qui aboutissent à cette réalité d'une Europe qui est construite en dehors des nations, voire contre elles. Repose aujourd'hui sur cette croyance en l'efficience des marchés qui procède de l'acte unique ratifié en 1987 et duquel la Commission européenne a tiré des centaines de directives, hein, qui toutes sont basées sur cette croyance, à mes yeux quelque peu magique, et qui fait litière de toute aide d'État, de toute politique industrielle, de toute politique réellement structurante. Et puis des institutions qui, pour l'essentiel, sont technocratiques. Hein, en l'absence d'un démos européen, le Parlement européen, et comme l'a dit la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, la juxtaposition de la représentation de 27 peuples, 28 aujourd'hui. La Commission, par définition, sont des gens nommés. La Cour de justice, ce sont des juges, ils ne sont pas élus par définition non plus. La Banque centrale, on lui interdit tout ce qui pourrait ressembler à une influence des gouvernements ou d'instances procédant du suffrage universel. Donc évidemment, ça donne un fonctionnement très technocratique et il n'est pas tout à fait étonnant au vu des résultats qui ne sont pas ceux qui avaient été promis au moment du traité de Maastricht. Il n'est pas tout à fait étonnant que les peuples se sentent assez éloignés de cette construction. Est-ce à dire qu'il ne faut pas construire l'Europe? Je ne le pense pas du tout. Et je crois qu'il faut faire l'analyse d'abord de ce qu'est devenue cette Europe. Elle n'est plus l'Europe à 6, évidemment, du départ. Au départ, cette Europe à 6, puis à 12, à 15, etc. La France jouait les premiers rôles. Ce n'est plus le cas. C'est une Europe germano-centrée depuis l'effondrement de l'URSS, la réunification allemande, pour toutes ces raisons, géographiques, géopolitiques, économiques aussi. C'est une Europe différente, dont nous ne sommes pas toujours en France véritablement avisés.
Donc ce que je mets en cause, ce n'est pas la construction de solidarité toujours croissante entre les peuples européens, c'est la méthode choisie. Et je prends un exemple, la monnaie unique. La monnaie unique juxtapose des économies nationales très différentes, hétérogènes, et sans avoir lu de manière approfondie Robert Mundell, on peut quand même comprendre que dans une telle union monétaire imparfaite, où il n'y a pas de mobilité des facteurs de production, où il n'y a pas de transferts massifs qui sont impensables du point de vue de l'Allemagne, parce qu'elle y laisserait sa compétitivité, on peut le comprendre d'ailleurs. Moi, personnellement, je ne critique pas au-delà d'un certain point. Enfin, peut-être qu'on peut trouver... mais enfin, il arrive un moment où les engagements allemands, c'est ce que rappelle Hans-Werner Sinn, représentent déjà 30% du PIB allemand, ou de la dette allemande, que je ne dis pas de bêtises, du PIB allemand. Et s'il fallait une union fédérale véritable, il faudrait que l'Allemagne transfère chaque année l'équivalent de 10% de son PNB. Donc c'est totalement impossible. Tout ça, c'est du rêve. Et on ne bâtit rien de solide sur des rêves. Il faut partir des réalités. Et la réalité, si on veut faire une Europe démocratique, ce sont les nations. Parce que c'est là où on s'entend, au sens propre et figuré. Ce sont les nations, mais à condition qu'elles mettent en commun l'essentiel. C'est-à-dire l'économie et la monnaie, l'industrie, l'énergie, la défense, la politique étrangère. Pour le reste, pour ce qui est de la teneur du chocolat en cacao, c'est pas vraiment important. Enfin, je pense qu'on pourrait donner relative liberté aux nations de décider de ce qui les regarde après tout. Et cette Europe est évidemment une Europe à géométrie variable. C'est une Europe dont on gagnerait à redéfinir le cadre géographique. Je ne pense pas qu'on puisse faire entrer la Russie dans l'Union européenne, ni l'Ukraine d'ailleurs. Et il faudrait leur dire. D'ailleurs, ils ne le souhaitent pas. Enfin, les Russes en tout cas ne le souhaitent pas. Les Ukrainiens, ils rêvent, mais ce n'est pas sérieux. Enfin, on les manipule. Et tout ça n'est pas sérieux du tout, même. On rallume des bredons de la guerre froide dont on n'aura absolument pas besoin. Mais je pense que nous avons besoin d'un vrai partenariat stratégique avec la Russie. Chose qui a été décidée en 2003, mais n'existe pas. Prenez l'abolition des visas, a été prévue, pas réalisée. Troisième paquet énergétique, tout ça, c'est des zizanies absurdes. Et cette Europe, elle doit aussi embrasser au moins la Turquie et les pays du Maghreb, parce que nous devons les arrimer à notre développement, et créer les conditions du décollage de l'Afrique. Ce qui n'est pas un problème simple. Mais je le laisse de côté, parce que je ne veux pas faire la théorie de l'Eurafrique, ce n'est pas comme ça que je pense. Non, mais une Europe élargie dans son cadre, avec des missions redéfinies, avec des institutions assouplies. Ce qui est légitime, c'est le Conseil européen. L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Ça, c'est la démocratie. Peut-être qu'on pourrait avoir un peu plus de publicité sur ce qu'ils se disent, mais en tout cas, c'est une instance qui a une légitimité. D'ailleurs, elle est ce qu'il y a de plus légitime. Et ce n'est pas par hasard si on voit les progrès de l'intergouvernemental et le déclin du communautaire. La commission à 28, ce n'est pas sérieux. 28 commissaires, qui d'ailleurs manquent la plupart du temps à l'appel, dans les réunions hebdomadaires de la dite commission. Donc, moi, je pense que là, il y a quand même un problème. La Banque centrale, alors, ça, c'est tout le problème de la monnaie unique. La monnaie unique, elle polarise les richesses à une extrémité et le sous-développement à l'autre. Ça, c'est la théorie et c'est aussi la pratique. C'est ce qui se passe. Alors, peut-on sauver la monnaie unique ? Alors, la Banque centrale pourrait sans doute faire quelque chose, mais en principe, elle n'a pas le droit, elle essaye. Monsieur Draghi a une politique de la communication très forte, exceptionnelle, mais entre la communication et l'action, il y a quand même une différence. Est-ce qu'on peut longtemps gouverner la monnaie unique avec la communication ? Est-ce qu'à terme, elle est viable ? Moi, je ne le pense pas, c'est une thèse, on peut en discuter. Et si elle n'est pas viable, comment faire évoluer l'euro ? Peut-on aller vers un schéma de monnaie commune qui avait été envisagé autrefois ? Alors je parle sous le contrôle de hautes autorités, Jean-Claude Paille, etc. Bon. On peut discuter de tout ça, on ne va pas régler le problème ce soir, c'est évident. Mais je crois qu'il faut garder le cap de l'unité européenne, il faut redimensionner notre projet. Nous avons quand même encore
86 ans, hein, avant que nous entamions les débuts du 22e siècle. C'est-à-dire que nous avons quand même le temps long de l'histoire devant nous pour essayer de faire marcher ce qui, dans la réalité, ne marche pas. Je finirai sur une citation de M. Van Rompuy, vous voyez, où je puise mes sources. La différence entre l'Europe et une locomotive, c'est que quand la locomotive déraille, elle s'arrête. Vous nous avez donné un livre, M. Chevènement, qui n'est pas, vous l'avez dit vous-même, mais j'avais prévu de le préciser, je le dis à mon tour, à ma façon, qui n'est pas un livre anti-européen, hein, ça c'est certain, qui est même assez largement un livre pro-européen, et comme vous l'avez dit, simplement, c'est une définition de l'idée européenne qui n'est pas, voilà, qui est alternative et qui est la vôtre. Mais on se tromperait ou on caricaturerait le propos. On aurait d'ailleurs le sentiment que le texte n'a pas été lu si on ramenait votre livre à un livre anti-européen. Simplement, il y a quelque chose qui n'est pas tranché, mon sentiment en tout cas de lecteur en vous lisant, c'est d'un côté, vous demandez le retour à un certain nationalisme. J'entends par là le retour à des nations. Je ne confonds pas avec la pathologie. Hein. On peut être nationaliste sans être agressif ou sans vouloir la guerre. Hein. Le nationalisme au sens où la nation joue un rôle important dans le destin d'une communauté politique et sa place dans l'histoire. Hein. Il n'y a aucun doute à ce sujet quand on vous lit. Je le dis ainsi. Mais ce qui est frappant, c'est au fond, on voit surgir, pour expliquer les difficultés de l'Europe, on voit surgir la figure du marché, on voit surgir la figure du capitalisme, mondialisation, globalisation, l'hégémone, donc une hégémonie qui est soit celle de l'Allemagne, les États-Unis, la Chine. Et au fond, on se demande en vous lisant, mais à quoi servent les nations si elles ne parviennent pas à faire face à tout ça? Au fond, est-ce que la crise des nations, qui a donné naissance à l'Europe, à cette Europe, ne résulte pas du fait que face au marché, face au capitalisme, face aux hégémones, les nations ne sont pas arrivées à tenir tête? Et qu'il y a là, dans les nations elles-mêmes, sauf quelques-unes, et jamais pour toujours d'ailleurs, une difficulté à affronter les puissants courants de ce monde, les forces considérables. Et même quand on met en balance, y compris en vous lisant encore une fois, le fait que les nations européennes se sont si durement, vous l'avez rappelé, et chacun le sait, si durement nuit entre elles, même peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, je ne sais pas, je ne veux pas décaler le débat ou la discussion vers un retour sur l'histoire, mais tout de même, vous faites beaucoup porter sur l'Allemagne quand même. Je trouve, moi, le déclenchement de 1914, où le conflit, l'Allemagne était impériale, mais la France était impérialiste. Et nous avons occupé beaucoup d'espace, beaucoup plus au sud. Et entre les Néerlandais, les Anglais et les Français, il ne restait plus grand-chose pour les Allemands, qui sont arrivés un peu tard sur ce marché de la colonisation et qui, effectivement, ne savaient pas trop vers où orienter leur puissance, leur expansion, avec le sentiment, sans doute, qu'on ne leur laissait plus rien, et ce n'était pas simple, en effet. Donc, les nations n'ont pas réussi dans cette affaire. Où est la preuve que les nations, ça marche? Alors moi, je ne pense pas qu'il faille imaginer la fin des nations, c'est ridicule. D'abord, ça ne se produira pas, ou sinon sur une très longue période de temps. Mais tout de même, le fait que l'Europe, et même l'Union européenne, avec tous ses défauts, est née d'une incapacité des nations à protéger les peuples des grands périls et à leur donner accès à la prospérité, en tout cas seule en tant que nation, n'apparaît pas dans votre, en tout cas dans ce livre. Et du coup, on a l'impression tout de même que vous êtes enfin, au fond, vous nourrissez une forme d'indulgence à l'égard de la forme nationale. Et je termine à cette première remarque en disant que vous êtes d'une très grande sévérité avec Jean Monnet, qui ça n'aurait tenu qu'à vous, ne serait pas au Panthéon, ça c'est très clair.
Vous semblez ne pas accepter la possibilité que Jean Monnet et quelques autres aient fait lui aussi cette analyse que les nations n'étaient pas capables ou plus capables de garantir la paix et la prospérité des Européens. Merci de me permettre de dissiper quelques ambiguïtés. J'admets très bien qu'il puisse y en avoir. Et ma pensée est certainement perfectible en beaucoup de domaines. Je pense quand même qu'il faut distinguer nation et nationalisme. Le nationalisme est une maladie de la nation. La nation est le cadre de la démocratie et est devenue le lieu de la solidarité. Le cadre de la démocratie parce que, effectivement, dans la nation, on s'entend et parce que ce n'est pas facile de faire accepter la loi de la majorité à une minorité. Et ce n'est possible que dans un cadre ancien, reconnu. C'est la nation qui fournit ce sentiment d'appartenance sans lequel il ne peut y avoir de démocratie. Je ne connais qu'un exemple de pays qui ait réussi à faire une unité nationale à travers plusieurs peuples au sens ethnique du terme, c'est la Suisse, que je connais bien. Je dirais, je suis frontalier, et même ma famille est répandue de part et d'autre de la frontière. Mais la Suisse, c'est une histoire que je pourrais vous raconter, qui se forge au long des siècles, pour le contrôle des cols, contre le Saint-Empire d'abord, et puis ensuite, par agrégation successive, nous arrivons à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais l'Europe est faite de 30 nations, de 30 peuples. Et naturellement, je veux distinguer la nation citoyenne, celle héritée de la Révolution française, de la nation ethnique. Ce n'est pas notre concept. Et le concept de nation citoyenne en Europe est loin d'avoir pris le dessus. Quand vous voyez, par exemple, la manière dont les Hongrois, le gouvernement hongrois actuel en tout cas, se manifeste en main domaine, quand vous voyez des pays qui sont livrés à des affrontements internes très proches de nous, l'Espagne, la Belgique. Vous vous rendez compte que le concept de nation ethnique est très vivant et que le concept de la nation, communauté de citoyens, a encore beaucoup de progrès à faire. Donc, je veux répéter que la nation, c'est la brique de base de l'internationalisme, si vous voulez, ou en tout cas d'une construction européenne éventuelle. Mais de ce point de vue-là, l'idée républicaine transcende les frontières d'une nation. On peut très bien avoir un intérêt général défini au niveau européen. Et même, faut-il penser à un intérêt général, je dirais, de l'humanité tout entière. Ces concepts peuvent s'emboîter. Pourquoi défendre notre intérêt national, je dirais, s'il était vraiment opposé à l'intérêt de l'Europe, à l'intérêt de l'humanité? Non, nous devons concevoir une articulation entre ces intérêts nationaux légitimes par ailleurs. J'évoquais tout à l'heure l'Allemagne. On lui met le pistolet sur la tempe, etc. Elle refuse évidemment les transferts massifs qu'on lui demande. Bon, elle prétend imposer aussi des disciplines qui sont ressenties comme excessivement contraignantes par de nombreux pays. Est-ce que le ver n'est pas dans le fruit? Est-ce qu'il n'y a pas un péché originel, un vice de conception dans la monnaie unique? C'est à ça que j'aimerais qu'on réfléchisse. Vous avez parlé d'hégémonie, mais l'hégémonie, je dirais, depuis le début du capitalisme, peut-être, oui, depuis le début du capitalisme, en tout cas depuis que le marché est mondialisé, c'est la règle. Et la Grande-Bretagne a conquis son hégémonie sur les Pays-Bas au XVIIe siècle, et en tenant à l'écart l'Espagne, puis la France, et elle l'a gardé jusque, on peut dire, à la guerre de 1914. C'est en 1917 que se fait le passage, parce que la France et l'Allemagne ne peuvent plus payer, donc on fait appel aux Américains. Mais la livre restera la principale monnaie de réserve jusqu'en 1955. C'est-à-dire que la transition se fait d'une hégémonie. L'autre, c'est l'hégémonie qui passe d'une rive à l'autre de l'océan. Mais c'est quand même une hégémonie anglo-saxonne, ce qui facilite les choses. Et on pourrait dire que la Grande-Bretagne a préféré transférer son hégémonie aux États-Unis que de la partager avec l'Allemagne. Enfin, ce serait évidemment faux, mais à gros traits, ce n'est pas totalement faux. C'est une
façon de parler. Hein. Donc, un hégémone, c'est nécessaire, parce qu'il faut un patron pour faire respecter les règles. Parce que le marché par lui-même n'existe pas. Le marché, c'est des codes, une organisation quand même. Hein. Alors, ça peut s'appeler Bretton Woods, ou ça peut s'appeler, alors je n'appelle pas les accords de la Jamaïque un vrai cadre, parce que ça, c'est la fin de toute organisation, je dirais, sur le plan monétaire. Mais enfin, avant 1914, il y avait les talons or. Aujourd'hui, nous avons quelque chose de tout à fait bizarre, c'est les talons de dollars. Pour la première fois, c'est une monnaie d'un pays qui est une monnaie mondiale. Mais l'hégémone, c'est quelque chose qui existe. D'ailleurs, il y a un redoutable conflit d'hégémonie qui se profile à l'horizon du siècle. C'est le conflit entre la Chine, qui aspire l'Asie tout entière dans son mouvement, dans son tourbillon. Hein, elle est le premier client, le premier fournisseur de tous les pays de l'Asie. Et puis les États-Unis, qui voient avec inquiétude la montée de cet astre au firmament, 1400 millions d'habitants quand même. La mondialisation, est-ce que je la démonise ? Non, je dirais pas ça. Non, je dis que pour y résister, il vaudrait mieux avoir une monnaie un peu plus flexible. Hein. Je trouve que l'euro est surévalué, plutôt qu'une forme de protectionnisme tarifaire, autre chose, dont je ne suis pas partisan. Non, mais il n'y a pas d'ambiguïté dans votre travail. Je l'ai peut-être, c'est moi qui peut-être maladroitement l'ai laissé penser. Hein. Il n'y a pas d'ambiguïté sur l'idée de nation et de nationalisme. Il n'y a pas vous le dites explicitement d'ailleurs, vous distinguez les deux. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la globalisation. Vous ne la démonisez pas du tout. Simplement, on se demande, alors pour le dire d'une autre manière, que peut, sans du tout minorer les capacités d'un pays, que peut un pays même comme la France, même comme l'Allemagne, hein, qui sont les plus grands, les plus puissants, parmi en tout cas les 3 ou 4 plus puissants de l'Europe d'aujourd'hui, face à ce duopole conflictuel États-Unis-Chine, qui joue d'ailleurs de nous, comme vous le dites. Hein, que pouvons-nous si nous ne sommes pas très imbriqués dans une coopération très étroite ? Et sur un point précis, Monsieur Chevènement, le Conseil européen, dont vous dites, c'est pour vous poser une question, il n'y a pas d'autre raison que ça à ma remarque, hein, c'est pour avoir un éclaircissement. Le Conseil européen, dont vous dites que c'est au fond la seule assemblée légitime, et on voit bien pourquoi, c'est très logique, parce que c'est une assemblée composée d'autorités qui ont leur assise dans le suffrage. Donc c'est très, très cohérent et très convaincant. Mais si on imagine aller de ce point de vue-là plus en profondeur, s'agit-il d'une assemblée qui tranche tout à l'unanimité, ou s'agit-il d'une assemblée qui pratique la majorité dans certaines décisions difficiles, auquel cas, évidemment, on arrive à des questions de souveraineté. De toute façon, on les touche très vite, ces questions de souveraineté, même au sein du Conseil européen. Je vais vous répondre très simplement. Le Conseil européen peut fonctionner dans certains domaines à géométrie variable. En matière de défense, ce qui est important, c'est la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Est-ce qu'il est possible, jusqu'où, de rapprocher leur politique dans le domaine des industries de défense ? Il faudrait peut-être parler avec la Russie aussi, parce que l'équilibre européen, ça passe par là. Et il y aurait peut-être des choses qu'on aurait à examiner en commun avec nos amis allemands, qui me semblent avoir fait une impasse complète sur les menaces extérieures, qu'elles viennent du sud, de l'est, de déséquilibres majeurs, comme des déséquilibres démographiques qui se profilent à l'horizon, ou des phénomènes comme l'islamisme radical, djihadiste, enfin, on peut l'appeler comme on voudra, enfin, encore qu'il faille être très précis sur les termes pour éviter de confondre l'islam et l'islamisme. Mais il me semble que sur un certain nombre de grands sujets, j'ai évoqué la défense, mais l'énergie, bon, finalement, s'il y avait un accord entre la France, l'Allemagne, l'Italie, c'est quasiment impossible compte tenu des décisions que l'Allemagne a prises de manière totalement unilatérale. Et puis la Russie, évidemment, puisqu'elle fournit du gaz en abondance. Et puis peut-être qu'il y a d'autres pays qui sont concernés, les pays du Golfe, etc. Il faut voir comment tout ça peut fonctionner, et la part du nucléaire. Il faut avoir une politique énergétique. Il y a une chose qui est certaine, c'est que nous n'en avons pas aujourd'hui. Prenons un autre exemple sur le Proche et le Moyen-Orient.
Avons-nous une politique commune sur la question israélo-palestinienne, sur la Syrie, l'Iran, etc. Est-ce que nous avons une pensée même organisée sur l'évolution de cette partie du monde qui pour nous est quand même essentielle? Moi, je pense qu'on n'a pas de pensée organisée. Quand j'entends ce que se disent des dirigeants à propos de l'évolution des révolutions arabes, par exemple, je suis effrayé. Je suis effrayé de la légèreté. Quand je peux dire que les conditions dans lesquelles une guerre peut s'engager aujourd'hui ne sont guère différentes de celles qui prévalaient en 1914. C'est-à-dire qu'en réalité, la planification militaire n'est pas connue, même par les dirigeants politiques qui la découvrent au dernier moment, hein, et que quand ils font usage des moyens de la force, c'est souvent sans avoir mesuré les conséquences que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables d'ouvrir des boîtes de Pandore. Et je ne veux pas m'étendre en donnant des exemples, y compris récents, parce que moi j'ai le sentiment que nous sommes toujours dans un monde relativement insécure. Je ne suis pas d'accord avec vous sur l'analyse des causes de la Première Guerre mondiale, parce que je pense que dire que l'Allemagne n'avait pas sa place au soleil, c'était l'expression qu'employait le chancelier von Bülow. Oui. Bismarck lui-même disait que une colonie en Afrique ne valait pas les os d'un seul grenadier poméranien. C'était aussi l'avis de Clémenceau, qui était farouchement anticolonialiste, qui pensait que les choses sérieuses... Je crois que c'est les Balkans. Enfin, il l'a dit aussi, les colonies, je crois. En tout cas, sa pratique en fait foi. Il a démissionné en 90. Il n'a pas démissionné, il a été renvoyé. Hein, ce qui est la plus grande erreur de Guillaume II, d'ailleurs. Car c'était un homme d'État. Et ce qui a manqué à l'Allemagne, c'est un homme d'État. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Parce qu'il faut sortir de la repentance, excusez-moi de vous dire. La France, dans ses rapports avec l'Allemagne, l'impérialisme français ne joue aucun rôle. Hein, c'est quand même la France qui est envahie. La France n'est pas en situation de provoquer. Elle retire ses armées à 10 km du front. Évidemment, elle a une alliance avec la Russie. Mais c'est quand même l'Allemagne qui déclare la guerre à la Russie, puis à la France. Ah non, mais je ne sais pas de la repentance. J'observe qu'à ce moment-là, depuis déjà pas mal de temps, la France envahit d'autres parties du monde. Et donc, elle est quand même dans une logique impérialiste. Et moins que l'Angleterre. On l'envahit aussi. Bon, c'est un peu, c'est difficile, je trouve, de ne pas faire une relation entre le fait d'envahir des parties du monde et puis à un moment donné d'être envahi soi-même. C'est quand même une façon de tracer la ligne que doivent suivre les États-nations qui comptent dans ce monde, puisque évidemment, on parle à des pays qui comptent beaucoup à ce moment-là et qui font même la globalisation. Écoutez, je n'ai pas réfléchi assez. Il n'y a pas de micro, c'est difficile. Je n'ai pas réfléchi assez, mais il me semble que même le protectorat sur le Maroc, qui respecte quand même les institutions du Maroc, on me dirait que l'armée française est là, elle est en Algérie, c'est vrai, elle est en Afrique de l'Ouest, elle est en Mauritanie, bon, enfin pas encore, mais je dirais que c'est le mouvement de l'histoire à cette époque. L'Allemagne a quelques colonies, pas beaucoup, mais parce qu'elle s'est manifestée très tard. D'ailleurs, était-ce une bonne idée d'avoir des colonies? Toute l'histoire économique montre que finalement, on commerçait assez peu avec nos colonies. C'était 11% de notre commerce en 1914. C'est-à-dire que est-ce que c'était vraiment un investissement tellement intéressant? C'était une réaction de compensation politique à l'humiliation qu'avait été la défaite de 1870-71. Je pense que c'est comme ça qu'on peut comprendre le mieux la colonisation française. Beaucoup plus que par des raisons économiques. Je sais bien qu'il y a tous les discours de Jules Ferry. Mais fondamentalement, c'était une réaction politique. La France ne voulait pas être marginalisée. Et elle avait reçu comme une gifle la défaite de 1870-71, à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. C'était une commotion formidable. Donc, réflexe de compensation, elle se crée un empire colonial, son deuxième empire colonial, mais qui est quand même beaucoup moins étendu, peuplé, riche que l'empire britannique. Et puis l'Allemagne se réveille, mais au fond, l'Allemagne nourrit ce qu'un historien allemand, Mommsen, Wolfgang Mommsen, a appelé un impérialisme sans but, un zielloser Imperialismus, c'est-à-dire qu'elle a le rêve d'un empire colonial à la place des Belges au Congo, puis en même temps, elle a le rêve d'un empire continental en Europe même, qui irait jusqu'à la mer Noire. Et ce fantasme est agité par les publicistes pan-germanistes dans les années 1880-90. Paul de Lagarde,
d'autres encore dont le nom m'échappe, mais tout ça a été très bien étudié par un historien allemand qui s'appelle Fritz Stern. Et c'est ce dessin que reprendra Hitler, hein, il faut bien le dire. Mais d'une manière aussi, le traité de Brest-Litovsk, c'est un traité qui est beaucoup plus dur que le traité de Versailles, qui va quand même très très loin, qui repousse la Russie au fond de la Moscovie. Donc, je ne partage pas tout à fait l'analyse qui est la vôtre. Je pense que, quand même, si on fait l'impasse complète sur le fait que l'état-major impérial allemand était quand même imprégné de ces idées pan-germanistes, on ne comprend pas, par exemple, le plan Schlieffen, qui était quand même quelque chose d'assez anormal. Hein. C'est-à-dire, parce qu'on craignait la Russie, on commençait par mettre la France hors de combat en traversant la Belgique. Or, ce plan Schlieffen, on dit toujours, il date de 1905. Effectivement, Schlieffen, c'est 1905. Mais il est élaboré, il y a plusieurs moutures dès la fin du 19e siècle. Donc, il est complètement aberrant par rapport au dessein des décideurs allemands qui voulaient tenir la Grande-Bretagne en dehors d'un conflit. Alors là, ils se marchent sur les pieds d'une manière incroyable. C'est aberrant. Ils donnent prise à ce qu'ils craignent. Mais bon, ça c'est les circonstances d'une catastrophe qui a fait sentir ses effets jusqu'aujourd'hui et qui est à la racine du déclassement européen, du déclin européen et également du déclin de la France. Alors un point sur Jean Monnet. Éric Roussel a fait un livre, on peut le lire de deux manières ce livre, la mienne et la vôtre. Hein. Donc, mais je vous y renvoie, c'est le meilleur. Est bien meilleur que les mémoires de Jean Monnet qu'il n'a pas écrites. Hein. Sur le Conseil européen, oui, moi je suis pour la majorité, enfin, je suis pour la géométrie variable. Et par conséquent, il faut admettre, et c'est inévitablement la direction dans laquelle on ira, parce que vous allez avoir le débat en Grande-Bretagne sur est-ce que la Grande-Bretagne fait partie ou non de l'Union européenne. Bien évidemment, elle fera partie de l'Union européenne, mais d'une Union européenne assouplie, d'une Union européenne à géométrie variable. Et c'est vers ça que nous allons. On peut ne pas le vouloir, on peut le déplorer. On peut jurer ses grands dieux tous les matins qu'on va l'empêcher. Mais on ne l'empêchera pas. Parce que les Allemands, enfin, Mme Merkel, au fond d'elle-même, je le pense, a accepté cette perspective. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé des contradictions allemandes, mais le fait est que l'Allemagne, peut-être, aurait envie de s'évader de l'Europe, parce qu'elle fait désormais son commerce extérieur beaucoup plus avec les pays qui sont hors Union européenne qu'avec les pays de la zone euro. En tout cas, et même avec les pays de l'Union européenne, enfin c'est 50-50 à peu près. Et je pense qu'il faut trouver un compromis satisfaisant, parce que l'Allemagne doit résoudre ce problème, qui est un problème historique, qui est lié à la puissance de l'Allemagne et à sa géographie, qui est donc un problème récurrent, qui se pose évidemment dans tout d'autres termes aujourd'hui qu'hier. Mais c'est le problème de l'Allemagne, et le problème de la France, c'est qu'évidemment, elle ne fait plus le poids. Hein, l'industrie allemande, c'est 2,5 fois l'industrie française. Donc voilà, il y a un vrai problème. Et pourtant, l'Allemagne a besoin de la France, jusqu'à un certain point. Le sait-elle? Je n'en suis pas sûr. Enfin, j'ai fait quelques analyses de textes, j'ai quand même beaucoup lu, beaucoup voyagé, je connais assez bien l'Allemagne. Je pense qu'aujourd'hui, l'Allemagne n'a plus pour la France le regard qu'elle avait il y a 20 ou 30 ans. Parce que ses grands partenaires, c'est la Chine, qui est devenue son premier client, son premier fournisseur. Ce sont les États-Unis, c'est la Russie qui est son Far East. Hein. Et bon, ben la France, évidemment, c'est le pays voisin, et il y a des relations culturelles, il y a une proximité. Mais j'observe que le mot couple franco-allemand n'a pas de traduction en allemand. Hein. En allemand, c'est Deutsch-Französische Partnerschaft, comme il y a Deutsch-Polnische Partnerschaft, hein, ou Deutsch-Chinesische Partnerschaft. Hein. Donc, on a tendance à prendre... enfin, on parle toujours de l'Allemagne comme si l'Allemagne avait un ardent désir de s'unir à la France. Non, il y a un ardent désir de la France de s'unir à l'Allemagne, mais la réciproque n'est pas vraie. Hein, voilà. Ça existe dans tous les couples. Hein. C'est ce qui en empêche la Constitution, en tout cas. Il y a dans votre travail, dans votre livre,
deux ou trois points qui semblent laissés de côté et qui pourtant sont très explicatifs de la situation des nations européennes et de l'Europe en général dans son affaiblissement historique. Vous en parlez, mais vous ne leur attribuez pas un rôle important. On peut penser que c'est un rôle très important cependant, qui sont, je vais les citer très vite, mais le déclin démographique, qui est historique pour le continent, la France aussi, quoi qu'on en dise, même si c'est moins marqué qu'ailleurs. Pour le continent, en tout cas, c'est une vérité. Pour l'Allemagne, c'est aussi une vérité et plus dure que pour la France. Ce sont des variables qui, on le sait, dans l'histoire, jouent beaucoup pour la distribution de la puissance et pour dessiner le futur d'une nation. Et là, le futur de l'Europe, du point de vue démographique, il est véritablement très préoccupant. Le deuxième aspect, c'est quand même cette espèce de surendettement de l'Europe. Je ne pense pas qu'aux dettes publiques, qui sont souvent évoquées, mais aussi aux dettes privées, puisque là, récemment, on a vu que nos amis suédois qui avaient fait tant d'efforts pour contrôler et maîtriser et tant de réformes, leur dette publique se trouvent maintenant confrontés à la possibilité d'une explosion de la dette privée qui n'est pas moins problématique. Et la question de la compétitivité, alors vous en parlez beaucoup à travers la question de l'euro, mais tout ne va pas quand même passer par la question de la monnaie, commune ou unique. Il y a bien en Europe, d'une manière générale, un problème de compétitivité. Alors, on peut regretter que le monde devienne plus dur, la compétition plus farouche, parce que des pays hier très pauvres et en dehors de tout, aujourd'hui, sont dans la émergents et dans la course, et même pour certains envisagent de faire la course en tête très vite. Mais enfin, c'est un fait. Comment des Européens de plus en plus âgés peuvent réussir une compétition de plus en plus âpre avec des pays, Chine exceptée, c'est vrai, de plus en plus jeunes. Ça, les nations ne vont pas nous armer pour ça. Que pouvons-nous espérer en dehors d'une intégration beaucoup plus grande au niveau européen? C'est une invitation, Monsieur Chevènement, à recueillir votre point de vue à ce sujet. Hein. Oui, merci de me rappeler la question que vous m'aviez déjà posée, à laquelle je n'avais pas répondu. Mais effectivement, que peuvent faire les nations? Elles peuvent s'entendre, tout simplement. Prenons l'affaire des panneaux solaires chinois, qui nous inondent, parce qu'ils sont fabriqués à très bas coût, etc. Bon. Il y a le commissaire européen qui est réputé être un grand libéral devant l'éternel, M. De Gucht, de Gucht, je ne sais pas comment on prononce, c'est peut-être un Pays-Bas, hollandais, prend l'initiative de prendre des sanctions pour éviter l'invasion du marché européen par les panneaux solaires japonais, ce qui précipite la faillite de plusieurs entreprises, notamment en Allemagne d'ailleurs. Donc, il y a une réunion du Conseil européen où, curieusement, Mme Merkel dit écoutez, ça n'a pas de sens de prendre des sanctions comme cela contre la Chine. Il faut lever tout ça, trouver un compromis. Alors, on a fini par trouver un compromis contingentant plus ou moins l'importation, mais à un très haut niveau, des panneaux solaires chinois. Et c'est l'Allemagne qui impose ce compromis défavorable, il faut bien le dire, parce que l'Allemagne est un pays excédentaire sur la Chine. C'est l'équipementier de la Chine. Donc l'Allemagne, elle fournit la Chine en biens d'équipement. Donc finalement, elle fait l'impasse sur ces panneaux solaires parce que c'est plus intéressant de vendre des Karcher ou toutes sortes de machines, outils dont la Chine est friande parce qu'elle est en plein développement, croissance de 7-4%. Elle investit énormément et elle s'industrialise à grande vitesse. Donc l'Allemagne trouve là un débouché préférentiel. Donc il se trouve que nous avons peu d'entreprises dans le solaire. Nous avons maintenant peu d'entreprises dans beaucoup de domaines. Donc ce compromis est en fait un compromis très largement germano-allemand. C'est-à-dire qu'on impose aux entreprises solaires allemandes de rabattre leur caquet pour permettre le maintien des flux commerciaux entre la Chine et l'Allemagne. Bon, je dis ça, je vous surprends peut-être, mais j'étais il y a un an à Pékin, et Madame Merkel est venue inaugurer le 100e Airbus A320 à l'usine de Tianjin. Monsieur le Premier ministre de l'époque, qui s'appelait Wen Jiabao, a célébré ce symbole de la coopération germano-chinoise.
en disant que... Alors là, les journaux montraient Wen Jiabao tendant la main à Merkel, et le titre était Premier ministre Wen Jiabao tend la main à la zone euro. C'était ça, c'était une représentation assez comique. Mais voilà, c'est la réalité. Hein, c'est la réalité. Alors que peuvent les nations? Elles peuvent s'entendre. Peut-on s'entendre aujourd'hui en Europe dans un rapport de force très déséquilibré? Certainement, mais sur quoi et comment? Avec qui? Avec quels alliés? Dans quel rapport de force? Et pourquoi faire? Étant donné qu'on doit tenir compte aussi des intérêts allemands légitimes. Je n'y reviens pas, je l'ai déjà dit. Hein. Vous avez évoqué la démographie. Je suis d'accord avec vous. Hein, donc n'en parlons pas. Effectivement, nous avons une démographie fléchissante, mais je dirais que tous les pays connaissent une certaine transition démographique. J'observe que les États-Unis quand même continuent à grimper, que la Chine se stabilisera à un très haut niveau, que l'Inde va dépasser la Chine, que l'Afrique ne maîtrise pas sa démographie et que ça pose un problème gigantesque. Car qu'est-ce qui va arriver? Je dirais, comment pourrait-on faire décoller l'Afrique, qui n'a déjà pas d'État? Et la construction des États, ça prend des siècles, si je prends l'exemple européen. Donc l'Afrique pose un sérieux problème. Mais l'Afrique aujourd'hui ne maîtrise pas, sauf l'Afrique du Nord. Hein. Mais par exemple, l'Afrique du Sahel ne maîtrise pas sa démographie. Hein. Le Mali aura 50 millions d'habitants, le Niger aussi, en 2050. Ils en ont 15 aujourd'hui. Quand vous voyez la nature, le sol, etc., qu'est-ce qu'on peut faire pousser? Je ne sais pas. Hein, alors peut-être qu'on peut faire autre chose, mais l'investissement éducatif est quasiment nul. Hein, il faut quand même avoir des yeux pour voir. Hein, il y a un proverbe qui dit ils ont des oreilles, mais ils ne veulent pas entendre. Hein, voilà. Je crois que là, un problème non vu. Hein. Le surendettement de l'Europe, surendettement public, non. Nous ne sommes pas plus endettés que les États-Unis, beaucoup moins que le Japon. Alors ça dépend si on prend le public, le privé. Vous avez raison, la Chine aussi a un endettement privé important, public beaucoup moins. Ils sont à 25%. La compétitivité, je vous donne raison. Ça peut être un terrain d'entente entre nous. Ce n'est pas seulement une question monétaire. C'est une question beaucoup plus profonde qui consiste à remonter nos handicaps et à valoriser nos atouts. Nous ne valorisons pas assez l'atout recherche et l'atout intellectuel de la France. Et nos handicaps sont bien connus en matière industrielle et puis, je dirais, en matière d'esprit national. Je dirais, nous avons un pays qui se débine, hein, mais il se débine au sommet. Mais il se débine à tous égards, d'ailleurs. Le mot « se débiner » peut se lire de plusieurs manières. Mais c'est dramatique. Je dirais, être dans un pays qui ne cesse de se débiner, de se dévaloriser, hein, dont les élites ne parlent que de fuir ou de citer à la fuite la jeunesse. Moi, j'étais dans une émission de télé, tout par hasard. Il y avait un type en face de moi qui avait créé une association « Barrez-vous ». Hein, voilà, c'est l'esprit du temps. Oui, il s'appelle Marcard, quelque chose comme ça. Hein, c'est l'esprit du temps, c'est affreux. C'est un pays qui manque totalement de confiance en lui. Quand vous voyez les nations émergentes, elles ont toutes confiance en elles. Prenez le Vietnam, la Chine, l'Inde, le Brésil, etc. C'est des nations qui pètent le feu, qui croient en elles-mêmes, en leur avenir, et qui vont conquérir l'avenir. Alors qu'un pays qui ne croit plus en lui, qui ne croit plus en son avenir, est un pays foutu. Et moi, je n'aimerais pas que la France soit un pays foutu. Je pense qu'il est temps de ranimer un petit peu l'esprit national, de reconstruire le récit national, qui a été systématiquement saccagé depuis plus de 50 ans. Mais parce qu'il peut y avoir une lecture positive. Par exemple, 1914, on peut dire c'est l'horreur, c'est la fin du monde, c'est la fin de la France, etc. La boue des tranchées, l'horreur, etc. Bon. Et ces pauvres soldats, ils ont été massacrés par leurs propres généraux, et c'est atroce, etc. Mais on peut dire que c'était les héritiers des soldats de l'an 2, ils faisaient leur service militaire, ils ont tenu bon dans des conditions affreuses. C'était des gens qui, quand même, se sont comportés de manière, en moyenne, héroïque. Hein. Et ils ont donné à la France une chance formidable, c'est qu'après l'effondrement de 1940, elle a pu se relever, parce que Churchill se souvenait des poilus, se souvenait de Verdun, et savait que la France, en 1940, avait été abandonnée en rase campagne par tous ses alliés de 1914. Je ne parle pas de l'URSS, hein, mais les Américains. Hein.
et même les Anglais. Hein. Donc, il y a deux lectures possibles. 1914, c'est la préface à 1940, effondrement total, misérable, honteux. Ou au contraire, c'est une manifestation de résistance tellement forte qu'elle nourrira la résilience d'un pays nommé la France, qui finalement, en 1944-45, grâce à De Gaulle, il faut le dire, grâce à France Libre, la résistance, quelques-uns, arrive à être reconnu comme une des 5 puissances membres du Conseil de sécurité à titre permanent. Hein, on peut lire l'histoire de deux manières. Hein. Fin de la France ou au contraire, capacité de résilience. La suite, elle n'est pas écrite. Mais on pourra lire cette histoire d'une manière ou d'une autre, selon ce que sera la suite. Mais aujourd'hui, on ne prend pas les moyens d'écrire la suite. Hein. Est-ce que je voulais vous poser une dernière question, M. Chevènement, mais j'en ai une de plus après votre intervention immédiate. Donc je commence par celle en sus que je n'avais pas prévu de poser, mais dans votre livre, vous parlez des 5 frères Jardot qui ont tous perdu la vie en 1914. Et ça, nos villages sont pleins de ces familles et de ces noms de patronymes familiaux qui sont décimés par cette guerre. Et on ne peut pas s'empêcher, il y a quelque chose que je voudrais essayer de partager avec vous, parce qu'on ne peut pas s'empêcher depuis, en considérant, par exemple, De Gaulle, Adenauer, Mitterrand, Kohl, etc., on ne peut pas s'empêcher de se demander si, de leur point de vue, en supposant qu'ils puissent nous parler, ce qui n'est pas possible, mais en faisant cette hypothèse, leur mort était vaine. Est-ce un sacrifice pour absolument rien ou bien était-ce la condition de cette entente postérieure? C'est quand même... C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver dans cette période-là de l'héroïsme. Ah oui, ces jeunes gens sont absolument admirables. Hein. On ne peut pas... enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas dire autre chose. Mais on ne peut pas non plus, longtemps après, saluer ceux qui ont refusé de se battre et qui ont été fusillés pour cela, les réhabiliter. Alors, on comprend très bien qu'on puisse faire ça, mais il faut savoir, on fait l'éloge de ceux qui ont obéi jusqu'à perdre leur vie, ou bien on réhabilite avec beaucoup d'ailleurs d'émotion et presque, là pour le coup, de repentance, ceux qui ont été fusillés pour n'avoir pas pu se battre. Donc, on ne sait plus très bien où nous en sommes, mais il est vrai que, de la part, si on prend cette figure, enfin ces figures que sont les 5 frères Jardot que vous citez dans votre livre, on se demande si c'était pas vain et du coup monstrueux. Et ma dernière question était sur les élections du 22 et 25 mai prochain, les élections donc du Parlement européen. Y voyez-vous, Monsieur Chevènement, dans cette institution-là, une institution qui ne compte pas, une institution qui ressemble à une organisation démocratique mais qui n'en est pas une, ou bien y voyez-vous au contraire les prémices d'une démocratisation de cette construction européenne et au fond un système institutionnel qu'il faudrait plutôt renforcer qu'affaiblir ou supprimer. Oui, merci Monsieur Régnier, je vais essayer de répondre. Les 5 frères Jardot étaient les fils d'un couple de paysans d'un village nommé Évette, à proximité de Belfort. Ils sont morts entre septembre 14 et juin 1915. Les 5. Donc, je ne sais pas s'ils sont morts héroïquement. Ils ont été tués, effectivement, au combat. On imagine ce que pouvaient être les sentiments des parents, de la mère, etc. C'est affreux. Mais en même temps, je dirais, ils sont morts pour que vive la France. Tout simplement. Alors, c'est vain. Bah oui, si on considère que la France est morte, c'est vain. Ils sont morts pour rien. Mais si on considère que la France doit continuer, ils ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts pour la France. Tout simplement. Quant à la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, moi, je n'y attachais pas l'importance qu'y attachait le Premier ministre de l'époque, mais
C'est peut-être normal qu'au bout d'un siècle, on considère que fallait, je dirais, non pas reconstituer les faits, c'était impossible, mais passer l'éponge. Et fallait-il les glorifier en contre-exemple presque des autres 1 400 000 qui étaient morts au combat. Finalement, c'est 600 contre 1 400 000. Bon, ça mérite une place, mais peut-être que c'était tout à fait excessif. Mais ça s'insère dans un dessein de dénationalisation, disons les choses telles qu'elles sont, et de déconstruction du récit national, puisque ça tend à donner à penser que finalement cette guerre était une boucherie inutile, alors qu'en réalité nous étions en situation d'agresser. Il faut quand même le rappeler. La France était envahie en vertu d'un plan militaire qui avait été élaboré depuis presque 20 ans, qui consistait à la mettre tout de suite hors de combat pour ensuite se retourner contre la Russie. C'était ça l'idée. Elle était idiote. Et je pense que même les dirigeants politiques n'avaient pas vraiment compris à quel point c'était idiot. Et ils n'avaient rien compris dans aucun domaine. Ils ne comprenaient même pas ce qu'allait être cette guerre, ni vers quel avenir affreux elle allait ouvrir pour leur propre pays et pour l'Europe tout entière. Donc, je pense que je reviens aux deux lectures. Ou bien c'est la fin de la France, ils sont morts pour rien. Et on réhabilite tous ceux qui ne voulaient pas mourir pour rien, ou je ne sais pas. Enfin, on peut broder. Enfin, il y a une manière de traiter le sujet dont on voit bien ce qu'il peut être. Ou bien on l'inscrit dans une histoire longue. Et on y voit la marque d'une volonté de survie qui a eu peu d'exemples, parce qu'il n'y a eu aucun exemple, mais qui explique aussi l'effondrement ultérieur, parce que après cela, le pacifisme a submergé la droite et la gauche, en France. Curieusement, pas en Allemagne. En Allemagne, c'est le désir de revanche. Que les élites allemandes. Et je veux en revenir au fait que je veux bien distinguer le peuple allemand, qui dans sa masse ne porte aucune responsabilité. Mais je veux distinguer le peuple allemand et cette alliance des Junkers de l'Est, de l'aristocratie foncière et militaire, et des, je dirais pas des magnats de la roue, mais des industriels, qui voyaient surtout les marchés d'armement. Les Krupp, les Thyssen, etc. Ou d'autres encore. Même Rathenau, qui était l'héritier de la Haigué, la dynastie Haigué, était un nationaliste fervent, même si ensuite il est mort sous les balles des nationalistes. Parce qu'il a connu son évolution. C'est très intéressant, quand on connaît la littérature allemande, de voir comment même Stefan Zweig, qui était d'ailleurs autrichien, a évolué. Il était nationaliste d'abord, ensuite il est devenu le chantre de la Campanie et de l'Europe d'avant 14. Et si vous prenez Thomas Mann, il a connu une évolution tout à fait parallèle. Mais je pense qu'il y a plusieurs lectures possibles de l'histoire. Et l'histoire qui décrète la fin de la France, la fin des nations, au nom de l'Europe d'ailleurs, mais c'est une Europe qui n'existera pas, qui sera une Europe des ethnies et une Europe régressive à beaucoup d'égards. Je pense qu'il vaudrait mieux s'en écarter. Dernière question, les élections européennes. Disons les choses telles qu'elles sont. Ce sont des élections intérieures. Ce sont les enjeux intérieurs qui dominent ces échéances. Le Parlement européen, personne ne connaît son député européen. Il a un pouvoir de codécision. Sur quoi, on ne sait pas très bien d'ailleurs, sur les domaines communautaires en principe. Mais il vote des résolutions surtout. Donc le Parlement européen est très présent. Mais dans la réalité, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a dit une chose très simple, c'est qu'il n'y a pas de démos européen, il n'y a pas de peuple européen, il y a 27 peuples dont le Parlement européen assure la représentation parallèle. Il y a 27 représentations de 27 peuples qui sont réunis au Parlement européen. Est-ce un progrès sur l'ancienne Assemblée européenne ? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Pourquoi ? Parce que quand les députés français siégeaient à l'Assemblée de Strasbourg, mettons 60, ils exprimaient quelque chose, parce qu'il y avait une proportionnelle des groupes, puis on envoyait des gens qui revoyaient leurs collègues. Il y avait une articulation entre la démocratie nationale et le niveau européen qui était beaucoup plus intéressante que ce qui existe aujourd'hui avec le Parlement européen. Alors j'entends bien Madame Goulard qui dit il faut des parlementaires qui soient en charge de l'intérêt européen, etc. Mais c'est pas vécu comme ça.
parce que les élections européennes ne servent pas à ça. Elles sont un vaste défouloir, et encore la moitié des gens qui s'abstiennent. Maintenant, il y a de plus en plus d'abstentionnistes. Hein. Donc il faut souhaiter qu'il y aurait... Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter d'ailleurs, hein, pour les élections du 25 mai, 23 mai 22-25 mai, oui. Pourquoi 22-25 mai? Ah, parce qu'il n'y a pas que la France, il y a les autres pays. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un défaut d'ailleurs. C'est un défaut. On pense toujours que ça a lieu le même jour. Non, mais ça a lieu principalement le 25, mais certains Ouais. pays voteront le 22 et d'autres le 24-25. Enfin, ça s'échelonne en tout cas sur la moitié de la semaine. C'est la manie uniformisatrice qui me pousse à m'interroger sur les raisons qui font que des gens puissent vouloir voter le vendredi alors que tout le monde vote le dimanche. Ou le jeudi, Ouais. même, oui. Même le jeudi. Écoutez, moi je vous remercie, Monsieur Chevènement. C'était un échange auquel nous tenions parce qu'il nous permettait de vous écouter présenter votre point de vue sur l'Europe et sur le monde, sur la France, sur l'Europe et sur le monde, parce que ce livre que vous avez écrit parle beaucoup de la France et de l'Europe, mais aussi du monde entier. En réalité, on le voit dès que l'on ouvre votre ouvrage. Et il ne s'agissait pas, évidemment, pour nous ici, d'avoir une espèce de débat à propos de l'Union européenne et de son fonctionnement, mais une réflexion de type historique, philosophique, juridique et politique, comme vous la conduisez dans votre livre. Et je vous suis très reconnaissant, M. Chevènement, d'avoir accepté cette invitation et de partager ce moment qui a associé, je vous le rappelle, nos deux fondations respectives, la Fondation Res Publica, présidée par M. Chevènement, et la Fondation pour l'innovation politique, qui est présidée par Nicolas Bazire et dont j'ai la charge comme directeur, tandis que Baptiste Petitjean a la charge de la Fondation Res Publica. Et je salue une fois de plus Baptiste Petitjean, avec lequel nous avons des relations d'échange et très cordiales. Voilà. Merci beaucoup, M. Chevènement. Merci, monsieur.